Il y a un détail que presque personne ne connaît dans cette histoire. Un seul détail, et il rend tout le reste impossible. En 1791, un compositeur meurt à Vienne. Il a 35 ans. Il s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart. Depuis 2 siècles, le monde entier accuse un seul homme de l'avoir empoisonné. Un rival, un jaloux, un compositeur italien, Antonio Salieri. Le film a gagné 8 Oscars. La pièce a fait le tour du monde. Le nom Salieri est devenu dans le langage courant synonyme de médiocrité jalouse, de l'homme qui tue ce qu'il ne peut pas être. Voici ce que le film ne vous a jamais dit. 13 ans après la mort de Mozart, sa veuve, Constanze, sonne à une porte à Vienne. Elle tient un petit garçon par la main. L'enfant a 12 ans. Il s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart. C'est le fils qui n'a jamais connu son père. Et la veuve du plus grand génie musical de l'histoire remet ce fils, ce seul héritier, ce seul lien vivant avec Mozart, entre les mains d'un homme qu'elle choisit elle-même, pour qu'il lui enseigne la musique, gratuitement, pendant des années. Cet homme s'appelle Antonio Salieri, le soi-disant assassin. Arrêtez-vous une seconde sur cette image. Une mère, son fils unique, et le meurtrier présumé de son mari. Si vous croyez vraiment que cet homme a empoisonné l'être que vous aimez le plus au monde, vous ne lui donnez pas votre enfant. Vous ne traversez pas Vienne pour aller frapper à sa porte. Vous ne lui confiez pas le nom, le talent, l'héritage, l'avenir. Et pourtant, c'est exactement ce que Constanze Mozart a fait. Pourquoi? Voici l'histoire la plus trahie par l'histoire. Pour comprendre ce qui s'est passé entre ces 2 hommes, il faut commencer ailleurs. Bien avant Vienne, bien avant la musique. Il faut commencer avec 2 petits garçons. 2 enfants qui, dans 2 pays différents, à quelques années d'écart, vont recevoir le même destin sous 2 formes opposées. L'un va perdre ses parents, l'autre va en avoir un de trop. Legnago, petite ville du nord de l'Italie, quelque part entre 1763 et 1764. Antonio a environ 13 ans. Il vient de perdre sa mère. Quelques mois plus tard, son père aussi. En quelques saisons, l'enfant se retrouve seul. Un frère monastique le recueille brièvement à Padoue. Puis, pour des raisons qu'on n'a jamais vraiment élucidées, il est envoyé à Venise, confié à une famille noble qu'il ne connaît pas. Antonio n'a aucun nom, aucune fortune, aucun avenir, rien. Sauf une voix qui chante juste et des doigts qui trouvent tout seuls les bonnes notes sur un clavier. Dans les quartiers de Venise, personne ne remarque un orphelin de plus. Et puis un jour de 1766, un homme le remarque. Il s'appelle Florian Leopold Gassmann. Il est compositeur de cour à Vienne, envoyé en Italie pour recruter une troupe d'opéra. Il entend chanter le gamin. Il s'arrête, il écoute, et il fait quelque chose que, dans le monde de 1766, presque personne ne faisait pour les orphelins. Il prend l'enfant avec lui, pas comme domestique, pas comme valet, pas comme apprenti mal nourri, comme fils. Le 15 juin 1766, Antonio Salieri, 15 ans, orphelin italien sans nom, arrive à Vienne avec un homme qui n'est pas son père. Le lendemain matin, avant le premier cours de musique, avant la première leçon, avant même le premier repas pris dans la capitale, Gassmann emmène l'enfant dans une église. Il s'agenouille avec lui. Il lui dit « J'ai pensé qu'il fallait commencer ton éducation musicale par Dieu. » Antonio ne l'oubliera jamais. Il va écrire ces mots des décennies plus tard dans ses mémoires. Il dit qu'à cette seconde précise, il s'est juré de rendre à la famille de Gassmann toute sa vie, tout ce que Gassmann lui aurait donné. Il tiendra parole. Mais cette promesse, faite dans une petite église italienne à Vienne en 1766, devant un homme qui n'avait aucune obligation de le sauver, cette promesse va être, 200 ans plus tard, l'arme que le monde utilisera contre lui, parce qu'elle explique pourquoi Salieri enseignera gratuitement. Pourquoi il aidera les pauvres? Pourquoi il accueillera un jour le fils d'un rival mort? Mais on n'écrit pas de films sur les hommes qui tiennent leurs promesses. On écrit des films sur les empoisonneurs. Au même moment, à 700 kilomètres de là, un autre enfant vit l'exact opposé. Salzbourg. Mozart a 10 ans. Il vient de rentrer d'une tournée européenne de 3 ans et demi. 3 ans et demi. À 10 ans. Il a joué pour la reine d'Angleterre. Il a sauté sur les genoux de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et l'a embrassée sur la bouche à 6 ans. Il a rencontré Jean-Chrétien Bach à Londres. Il a joué du clavecin, les yeux bandés, sur des claviers recouverts d'un tissu, devant des cours royales qui payaient pour voir le miracle de Salzbourg.
Il a composé sa première symphonie à 8 ans. Il est déjà à 10 ans le plus célèbre enfant d'Europe. Et il a un père, Léopold Mozart. Violoniste raté, compositeur secondaire, pédagogue brillant, et surtout, ambition dévorante qu'il n'a pas pu réaliser pour lui-même. Léopold a compris une chose que personne d'autre n'avait comprise en 1762. Son fils n'est pas un enfant doué. Son fils est un phénomène. Et les phénomènes, ça se vend. Léopold écrit à son propriétaire, depuis une auberge glaciale quelque part en Allemagne, une phrase qui dit tout. Il écrit que Wolfgang se réveille plusieurs fois dans la nuit, qu'il pleure, qu'il récite les noms des gens qu'il a laissés à Salzbourg. Il a 7 ans. Et son père le traîne d'une cour à l'autre. À Londres, la famille est à court d'argent. Léopold organise des concerts dans une taverne appelée le Swan and Harp. Wolfgang et sa sœur Nannerl jouent de midi à 3 heures de l'après-midi, pendant 7 jours consécutifs, pour 2 shillings et 6 pence. Des biographes ont comparé cette période à un spectacle de cirque. Une famille d'acrobates qui exhibe 2 enfants sur des tabourets pour payer les chambres d'hôtel. Il y a une chose que Léopold ne comprendra jamais, une chose qu'il va imposer à son fils pour le restant de ses jours. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est pire. C'est la certitude que son fils lui appartient. L'orphelin Salieri a gagné un père en 1766. Le petit Mozart, lui, a un père qu'il n'arrivera jamais à perdre. Retenez ce détail, il va expliquer tout le reste. Avançons. 1781. 15 ans ont passé. Salieri a maintenant 31 ans, et il est au sommet. Quand son mentor Gassmann est mort en 1774, Salieri, à 24 ans, a hérité d'un poste que la moitié des compositeurs d'Europe lui enviaient, compositeur de la cour impériale d'Autriche. L'empereur Joseph II l'adore. Joseph II est un des monarques les plus puissants du continent. Il règne sur un empire qui va de la Pologne à la Lombardie. Il est aussi mélomane, un connaisseur, et il joue du violoncelle. Salieri l'accompagne le soir, pendant les dîners privés. Vous avez bien lu. Le compositeur que le film d'Hollywood dépeint comme un médiocre aigri joue, chaque soir, de la musique de chambre avec l'un des hommes les plus puissants d'Europe en tête-à-tête, pendant que l'empereur mange. Salieri dirige l'Opéra italien de Vienne. Ses œuvres sont jouées à Paris, à Rome, à Venise. Il a 30 ans, il a un salaire confortable, il a la faveur impériale, il a l'avenir. Et ce printemps-là, mars 1781, un jeune homme arrive à Vienne. Il est maigre, il a 25 ans. Il vient de se faire virer de Salzbourg à coups de pied par l'archevêque qui le tenait en laisse. Il n'a pas un sou, il veut tout. C'est Mozart. Et à cette seconde précise, dans les rues de Vienne, Salieri ne sait pas encore, personne ne sait encore, que ce gamin mal habillé qui vient d'arriver va, 2 siècles plus tard, faire oublier au monde entier qui il est lui, Antonio Salieri. Arrêtons-nous une seconde. Parce que le film vous a menti sur une chose essentielle. Le film vous a fait croire que Salieri, installé, riche, influent, était jaloux de Mozart, le pauvre génie débutant. C'est l'inverse. Regardez les lettres. Elles sont là, vérifiables, écrites de la main de Mozart lui-même. Dès les premiers mois à Vienne, Mozart écrit à son père Léopold. Il parle de ses inquiétudes, il parle de ses rivaux, il parle de ceux qui, selon lui, essaient de le saboter. Il cite un nom, encore et encore, Salieri. Mozart est convaincu que Salieri et ses Italiens forment une cabale contre lui, qu'ils font pression sur l'empereur, qu'ils détournent les commandes, qu'ils font tomber ses opéras. Léopold, le père, répète ces accusations dans ses propres lettres. Salieri et sa tribu remueront ciel et terre pour faire écouer cet opéra. Le mot est de Léopold Mozart, le père. Celui qui a passé 15 ans à dresser son fils pour qu'il devienne le plus grand. Celui qui ne supporte pas que quelqu'un, quelque part, puisse être au-dessus de son enfant. Et voilà l'ironie magnifique, presque insupportable de cette histoire. La jalousie entre les 2 hommes, elle existe. Sauf qu'elle ne va pas dans le sens qu'Hollywood a voulu nous vendre. Ce n'est pas Salieri qui envie Mozart. C'est Mozart qui voit Salieri partout. Et un homme qui voit un ennemi partout, un homme qui se sent poursuivi, un homme qui commence des années avant sa mort à dire à sa femme qu'on veut l'empoisonner. Ce n'est pas Salieri le problème. Ce problème-là, il vient d'ailleurs. Il vient de plus loin. Il vient d'une enfance où un père a appris à son enfant qu'il était seul contre le monde.
En 1781, Mozart postule pour un poste d'enseignement auprès de la princesse de Wurtemberg. Il le perd. Au profit de qui? Salieri. Pourquoi? Parce que Salieri a, à ce moment précis, une meilleure réputation comme professeur de chant. Ce n'est pas une cabale, ce n'est pas un complot, c'est juste la vérité du marché. Salieri, depuis 10 ans, a formé des chanteurs, des instrumentistes, des élèves. Mozart, lui, vient d'arriver. Mais Mozart ne voit pas ça. Mozart ne peut pas voir ça. Depuis l'âge de 6 ans, son père lui répète qu'il est unique, qu'il est choisi, que Dieu l'a mis au monde pour une mission. Alors quand il perd un poste, ce n'est pas une défaite normale, c'est une trahison cosmique. Et quelqu'un doit payer. 1 an plus tard, Mozart postule encore pour un poste auprès de la même princesse. Il le perd encore. Au profit de qui? Salieri. Encore. Et voilà, la graine est plantée. Dans la tête de Mozart et surtout dans celle de son père Léopold se forme, année après année, la conviction qu'un homme dans l'ombre manœuvre contre eux. Il lui donne un visage, un nom, une nationalité. L'italien, Salieri. Mais voilà le problème. Pendant que Mozart écrit à son père que Salieri conspire contre lui, Salieri, lui, fait quelque chose d'étrange. Il invite Mozart à voir ses opéras. Il dirige la musique de Mozart. En 1788, quand Salieri devient Kapellmeister, le plus haut poste musical de l'Empire, il choisit, pour sa prise de fonction, de remonter les Noces de Figaro, l'opéra de Mozart, pas une de ses propres œuvres, un opéra de son soi-disant ennemi. 2 ans plus tard, en 1790, Salieri est envoyé aux festivités du couronnement de Léopold II. Ce sont les concerts les plus importants de sa carrière. Il emporte dans ses bagages 3 messes. 3 messes de Mozart. Et en 1791, quelques mois seulement avant la mort de Mozart, Salieri dirige personnellement la symphonie numéro 40 de son rival. Cette symphonie, vous la connaissez, vous l'avez entendue 1000 fois. Ces premières notes urgentes, ce thème qui ne vous lâche plus, c'est Salieri qui l'a dirigé publiquement à Vienne, son ennemi, l'homme qu'on allait plus tard accuser de l'avoir tué. Il y a même un document qu'on a failli oublier. En 1785, Mozart et Salieri ont écrit un morceau, ensemble. Per la recuperata salute di Ophelia. Une petite cantate pour célébrer le retour sur scène d'une chanteuse qu'ils aimaient tous les deux. Les 2 signatures, le même papier, la même encre, 2 hommes censés se haïr, qui travaillent sur la même mesure. Cette cantate a longtemps été considérée comme perdue. On l'a retrouvée, en 2016, dans une bibliothèque de Prague, 231 ans après sa composition. La musique que le cinéma a voulu effacer, elle existe. Elle est là. Elle prouve, note par note, ce que tout le monde refuse de croire. Mozart et Salieri ne s'entretuaient pas. Alors pourquoi cette rumeur? Pourquoi 2 siècles plus tard, tout le monde croit encore que Salieri a tué Mozart? Pour le comprendre, il faut revenir au moment exact où cette rumeur est née. Et ce moment précis ressemble à un film d'horreur. Été 1791. Mozart a 35 ans. Il est au sommet de son art. Il travaille en même temps sur 2 opéras, La Clémence de Titus et La Flûte enchantée, ce qui est déjà insensé, parce qu'écrire un opéra, c'est écrire un livre entier en musique. Il est fatigué, il est endetté. Mais il crée, et il crée vite. Et c'est là qu'arrive ce moment. Un matin, on ne sait pas la date exacte, on frappe à la porte de l'appartement des Mozart à Vienne. Mozart ouvre. Un homme est là, seul. Il est grand, il est maigre, il a un visage grave et il est habillé entièrement de la tête aux pieds en gris. L'homme ne se présente pas. Il ne donne ni son nom, ni celui de son employeur. Il dit simplement qu'il représente quelqu'un d'important. Quelqu'un qui souhaite commander une œuvre à Mozart, un requiem, une messe des morts. L'homme précise une condition. Mozart ne doit jamais chercher à savoir qui est le commanditaire. Il ne doit jamais dire à personne qu'il écrit cette œuvre, et il doit la livrer dans les 3 mois. L'homme tend une bourse, la moitié du paiement, en avance. Le reste sera versé à la livraison. Mozart accepte. L'homme part, aussi silencieusement qu'il était arrivé. Et maintenant, voilà ce que vous devez comprendre. Mozart est malade depuis des mois. Il souffre de fièvre, de vomissements, de douleurs aux jambes, de fatigue qu'aucune nuit ne répare. Et depuis au moins 2 ans, il a cette phrase, cette obsession, qu'il répète à Constance quand ils sont seuls. « Je crois qu'on m'empoisonne ». Il l'a écrite dans une lettre en 1789.
Il l'a dit au Prater, à Vienne, lors d'une promenade. Il le dira encore sur son lit de mort dans quelques semaines. Et voilà qu'un homme en gris, anonyme, lui commande une messe des morts. Un requiem. Pour qui? Mozart ne sait pas. Et Mozart, un homme dont l'imagination est déjà la plus fertile de son siècle, commence à penser à l'impensable. Il pense que la messe est pour lui. Il pense que quelqu'un, quelque part, sait qu'il va mourir. Il pense que l'homme en gris est un messager de l'autre monde. Il se met à travailler frénétiquement. Il ne dort plus. Il écrit en pleurant. Qui était cet homme en gris? Ce n'était pas Salieri. C'était personne de mystérieux. Les historiens l'ont établi formellement depuis le XIXe siècle, un modeste clerc. Il travaillait pour un avocat. L'avocat, lui, travaillait pour un noble mineur nommé le comte Franz von Walsegg. Le comte Walsegg avait 28 ans. Il venait de perdre sa jeune épouse, morte à 20 ans. Et Walsegg avait une habitude étrange, à moitié risible, à moitié pathétique. Il adorait passer pour un grand compositeur. Il commandait des œuvres à des musiciens professionnels, anonymement. Et ensuite, il les faisait passer pour les siennes, lors de concerts privés. C'était, comme on dit dans les beaux mots de Vienne, le secret le moins bien gardé de la ville. Tout le monde savait ce qu'il faisait. Tout le monde faisait semblant de ne pas savoir. Et Walsegg voulait un requiem pour commémorer sa femme. Il avait besoin qu'on croie que c'était lui qui l'avait écrit. Alors il a envoyé un clerc anonyme, en gris, parce que le clerc portait un manteau gris. Rien de plus. Pas de surnaturel, pas de complot, pas de messager de la mort, un bureaucrate, un manteau gris, une commande. Mais Mozart n'a jamais su. Et dans son esprit malade, dans son corps en train de s'éteindre, dans une Vienne où les fièvres tuaient par centaines à cet hiver-là, le clerc devient un fantôme, la commande devient une prophétie, le requiem devient sa propre mort. 2 siècles plus tard, un écrivain russe nommé Alexandre Pouchkine va prendre ce clerc anonyme et le transformer en Salieri. Voilà comment on fait un mythe. On prend une vérité ennuyeuse, un conte vaniteux qui veut plagier une œuvre et on la remplace par un meurtrier. Ça vend mieux. L'automne 1791 arrive. Mozart s'affaiblit de semaine en semaine. Le 20 novembre, il s'alite. Il ne se relèvera plus. Ses mains enflent, ses jambes enflent, son corps entier se gonfle, comme si quelque chose à l'intérieur cherchait à sortir. Il a mal, il vomit, il transpire. Les médecins de l'époque lui prescrivent des saignées. On estime qu'on lui a tiré près de 2 litres de sang en quelques jours, ce qui est probablement ce qui achève de le tuer. Mais il y a ce détail qui n'est pas dans le film. Dans les dernières semaines de sa vie, Mozart ne veut voir presque personne. Il refuse les visites, il refuse les distractions, mais il y a quelques personnes qu'il continue d'accueillir à son chevet. Des amis, sa famille. Et selon plusieurs sources, dont le témoignage de Constance elle-même à des biographes après la mort de son mari, un certain compositeur italien. Pendant que la rumeur viennoise, qui circule dans les bas quartiers, dans les cafés, dans les théâtres, commence à murmurer que Mozart est peut-être empoisonné, Salieri continue d'aller le voir. Ils ne sont pas des amis proches, mais ils sont collègues. Ils sont 2 hommes qui savent ce que c'est qu'écrire un opéra. Et l'un des 2 est en train de mourir. 2 semaines plus tard, en octobre, il y a eu une scène. Une scène que Mozart a racontée lui-même dans une lettre à Constance, datée du 14 octobre 1791. Il a invité Salieri à la représentation de La Flûte enchantée, son nouvel opéra, le grand, le magique, le mystérieux opéra qu'il considère comme son chef-d'œuvre populaire. Salieri accepte. Il vient. Il reste pendant tout l'opéra. Et à la fin, Mozart écrit ceci, mot pour mot, à sa femme. Salieri a écouté et regardé avec la plus grande attention, et de l'ouverture au dernier chœur, il n'y avait pas un morceau qui ne lui ait pas arraché un bravo ou un bello. C'est Mozart qui l'écrit. Pas Salieri, Mozart. Quelques semaines avant sa mort, à sa propre femme. Il dit que l'homme qu'il soupçonnait pendant des années d'être son pire ennemi est venu voir son opéra et a crié bravo. Gardez cette image en tête. Le 5 décembre 1791, au milieu de la nuit, cet homme va mourir. Et la rumeur va commencer à dire que c'est le spectateur enthousiaste de La Flûte enchantée qui l'a empoisonné. Le 4 décembre au soir, quelque chose se passe.
Quelque chose que le film d'Hollywood a essayé de capturer mais qu'il a trahi, parce que la réalité est plus belle et plus déchirante que toute fiction. Mozart est dans son lit. Il sait qu'il meurt. Le requiem commandé par l'homme en gris est à côté de lui, sur une petite table. Il n'est pas fini. Il est très loin d'être fini. Mozart demande qu'on aille chercher ses amis. Il veut chanter. Ils arrivent. 3 hommes et Mozart. Jacques le ténor qui a chanté dans la flûte enchantée, Ofer le mari de sa belle-sœur, Gerl un chanteur de basse. 4 voix, 4 hommes. Ils se penchent autour du lit. Mozart, la voix déjà fragile, leur tend les partitions. Il prendra l'alto. Jacques, la soprano. Ils commencent à chanter le requiem aeternam, le Kyrie, le Dies Irae. Et ils arrivent au Lacrimosa Dies Illa. Jour de larmes que ce jour-là. Mozart chante les premières mesures. Puis quelque chose se casse. Il pose la partition, il se met à pleurer. Il ne peut pas continuer. Ses amis s'arrêtent, il le regarde, il ne dit rien. Il regarde le plafond. Il sait qu'il ne finira pas cette œuvre. 11 heures plus tard, à 1 heure du matin, le 5 décembre 1791, il meurt. Il a 35 ans. Sa femme Constance est à son chevet. Son jeune fils Karl Thomas, 7 ans, dort dans la pièce d'à côté. Son bébé Franz Xaver, le plus petit, a 5 mois. Il ne connaîtra jamais son père. Retenez ce bébé. Il sera, quelques années plus tard, le cœur battant de la preuve que Salieri était innocent. Voici ce qui se passe dans les jours qui suivent. Mozart est enterré le 6 ou le 7 décembre, au cimetière Saint-Marx, en dehors des murs de Vienne. On a dit pendant des siècles qu'il avait eu une sépulture de pauvre, jeté dans une fosse commune. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il a eu, c'est ce qu'on appelait à Vienne un enterrement de 3e classe. C'était la norme à cette époque. 85% des Viennois étaient enterrés de cette manière. L'empereur Joseph II avait, quelques années plus tôt, imposé des réformes pour limiter les enterrements fastueux. Mozart n'a pas été humilié. Il a été enterré comme la plupart des Viennois ordinaires. Mais il y a une chose qui est vraie. Constance n'a pas suivi le cortège. Elle était dévastée. Elle était clouée sur son lit, peut-être par le chagrin, peut-être par l'épuisement, peut-être par ces 2 choses à la fois. Le cercueil a été porté par quelques amis jusqu'à la cathédrale Saint-Étienne pour une brève cérémonie. Puis le corbillard a continué seul dans le froid vers le cimetière. Le conducteur était seul avec le corps quand il est arrivé. Et l'emplacement exact de la tombe, parce que les tombes de 3e classe étaient réutilisées après 10 ans, s'est perdu. Aujourd'hui à Vienne, personne ne sait où Mozart est enterré. Une simple pierre commémorative a été placée à un endroit approximatif. L'homme qui a écrit la symphonie Jupiter, les Noces de Figaro, la flûte enchantée, le requiem, repose quelque part sous quelques mètres carrés de terre viennoise, sans nom, sans marque, sans témoin. Et c'est là, exactement là, que la rumeur naît. Parce que dans une capitale qui adore les potins, un génie qui meurt jeune, qui a répété pendant des mois qu'on l'empoisonnait, qui disparaît dans un trou anonyme par une nuit glaciale, ça ne peut pas être naturel. Quelqu'un a dû le tuer. Quelqu'un paie le prix d'une belle histoire. Et bientôt, très bientôt, Vienne va choisir quelqu'un. Mais avant d'en arriver là, il faut parler du moment le plus incroyable de cette histoire. Le moment qui, à lui seul, détruit l'entièreté du mythe. Et pourtant, presque personne ne le raconte. Parce qu'il ne fait pas un bon film. 1804. 13 ans ont passé depuis la mort de Mozart. Constance a survécu. Elle a lutté, elle a organisé des concerts bénéfices, elle a obtenu une pension de l'empereur, elle a vendu des manuscrits, elle a publié des œuvres posthumes, elle a élevé ses 2 fils, Karl, l'aîné, qui deviendra fonctionnaire à Milan, et Franz Xaver, le bébé, qui a maintenant 13 ans. Constance a une obsession. Elle veut que son plus jeune fils soit un 2e Mozart. Elle lui a donné le même prénom, Wolfgang Amadeus. Elle l'appelle Wolfgang. Elle lui a imposé des cours de piano dès l'âge de 2 ans. Et maintenant qu'il a 13 ans, elle veut les meilleurs maîtres d'Europe. Les vrais, les légendes. Ceux dont un nom seul fait frissonner un enfant qui rêve de musique. Elle frappe à une porte à Vienne. Une porte qu'elle connaît. Une porte qu'elle avait eue, si on en croit le film d'Hollywood, toutes les raisons du monde d'éviter. Elle frappe chez Antonio Salieri. Salieri a 54 ans. Il est maintenant Kapellmeister impérial depuis 16 ans. Il est l'homme le plus puissant de la musique à Vienne.
Il ouvre la porte. Il voit Constanze. Il voit le garçon. Il voit les yeux du garçon, les yeux de Mozart sur un petit visage de 13 ans. Maître Salieri. Constanze attend. Salieri ne répond pas tout de suite. Il regarde le garçon. Le garçon regarde ses propres pieds. Mon fils, Wolfgang, il a du talent. Je voudrais qu'il étudie avec vous. Salieri inspire. On ne sait pas ce qu'il a pensé à cet instant. On ne sait pas si, pendant une seconde, le vieux compositeur a mesuré ce que cette demande voulait dire. L'enfant de Mozart, à sa porte, 13 ans après la mort de son père, avec la femme qui, selon la moitié des bars de Vienne, devrait le considérer comme un meurtrier. Bienvenue. Il prend l'enfant. Il l'accepte comme élève. Et, selon les pratiques qu'il avait depuis toujours, que sa biographe officielle a confirmé, que ses propres mémoires expliquent clairement, il ne demande aucun paiement. Comme il l'a fait toute sa vie. Comme Gassmann l'avait fait pour lui, en 1766, dans cette petite église italienne de Vienne. Il enseigne au fils de Mozart. Gratuitement. Pendant des années. Il lui apprend le chant, la composition vocale, l'art de l'opéra. Il le forme, il le corrige, il l'encourage. Il transmet à l'enfant de son rival présumé tout ce qu'il sait lui-même de la musique. Et l'enfant, Franz Xaver Wolfgang Mozart, va signer ses propres œuvres toute sa vie, Wolfgang Amadeus Mozart, fils, parce qu'il a été élevé comme le gardien d'un nom, le nom de son père. Le nom que Salieri n'a jamais essayé d'effacer, qu'il a au contraire aidé à perpétuer. Posez-vous une question, une seule. Si vous étiez Constanze Mozart, si vous aviez le moindre doute, le moindre soupçon, la moindre rumeur crédible que cet homme avait empoisonné votre mari, lui laisseriez-vous votre enfant? Le laisseriez-vous seul avec lui, pendant des années? Gratuitement? Non. Vous partiriez, vous fuiriez, vous cracheriez à ses pieds. Constanze, elle, est venue frapper à sa porte. Parce que Constanze, la seule femme au monde qui avait le droit de savoir, savait. Elle savait que la rumeur était fausse. Et elle l'a prouvé par le geste le plus fort qu'une veuve puisse faire. Elle a mis son enfant entre les mains de l'accusé. Et pourtant, la rumeur n'est pas morte. Au contraire, elle grandit, elle prend des formes de plus en plus précises. Dans les années qui suivent, à Vienne, on commence à dire que Mozart savait, qu'il l'avait dit à sa femme, qu'il l'avait dit à un ami, qu'un Italien l'avait tué. Les années passent, les témoins meurent, les histoires se déforment. Et le nom de Salieri, qui a tout fait pour aider la famille de Mozart, qui a enseigné à son fils, qui a dirigé ses symphonies, ce nom commence à se salir. Les élèves de Salieri défilent chez lui. Beethoven étudie avec lui, Schubert étudie avec lui, Liszt, adolescent, étudie avec lui. Czerny, Meyerbeer, Hummel, toute la génération qui va porter la musique du XIXe siècle apprend à ses pieds. Mais dans les cafés, dans les salons, dans les chuchotements, la rumeur creuse son chemin. Salieri vieillit. Il perd son fils unique. Il perd sa femme. Il enseigne de moins en moins. Il écrit surtout de la musique religieuse. Il compose en 1804 son propre requiem en ut mineur, en se disant, peut-être avec une ironie tranquille, qu'au moins celui-là sera sûrement joué à ses propres funérailles. Il attend. Il devient vieux. Et puis il y a la dernière année. Salieri a 73 ans. Son corps lâche. Les crises de gouttes l'épuisent. Il se blesse à la tête en tombant. Ses jambes se paralysent. Et son esprit, cet esprit précis, cultivé, discipliné, qui a composé 43 opéras, commence à se fissurer. On l'enferme dans l'hôpital général de Vienne, pas par cruauté, par nécessité. Il délire. Il parle tout seul. Il pleure sans raison. Un après-midi, c'est l'automne 1823, 2 de ses domestiques sont dans le couloir, devant la porte de sa chambre. Ils entendent des cris de désespoir. Ils s'approchent. Ils entendent Salieri. Le vieil homme, tout seul dans sa chambre, hurle. Il dit qu'il a tué Mozart. Il dit qu'il l'a empoisonné. Il dit qu'il le regrette. Les domestiques, pétrifiés, écoutent. Et la nouvelle, le soir même, commence à courir dans Vienne. Salieri aurait confessé. Le lendemain, dans les cafés, tout le monde en parle. La semaine suivante, toute la ville. Les carnets de conversation de Beethoven, ces carnets qu'il utilise parce qu'il est devenu sourd, dans lesquels ses visiteurs écrivent leurs questions, contiennent des phrases comme celle-ci. « Avez-vous entendu que Salieri a confessé avoir empoisonné Mozart ?» Quelqu'un l'a écrit là. Quelqu'un a posé cette question à Beethoven. Beethoven qui a étudié avec Salieri, qui a été son élève,
qui le connaissaient depuis des décennies. Et la rumeur, qui s'était contentée pendant 30 ans d'être un murmure, devient maintenant, enfin, l'aveu qu'elle attendait. Un vieil homme dément, seul dans une chambre d'hôpital, a pleuré. Et Vienne entière a entendu ce qu'elle voulait entendre. Mais voilà ce que Vienne n'a pas voulu entendre, parce que ça ne faisait pas un bon film. Quelques jours plus tard, Salieri retrouve un moment de lucidité. Il est horrifié. Il apprend ce qu'il a prétendument dit. Il apprend ce que ses domestiques racontent. Et il refuse. Il refuse catégoriquement. Un des compositeurs les plus célèbres de Vienne, Ignaz Moscheles, pianiste, son ancien élève, un homme qu'il aimait, vient le voir à l'hôpital. Moscheles a raconté cette scène dans ses mémoires. Elle est une des pages les plus tristes de toute l'histoire de la musique. Moscheles entre dans la chambre. Il voit son vieux maître. Il est choqué par son apparence. Salieri parle par phrases cassées. Il mentionne sa mort qui approche. Puis, presque à la fin de la visite, il redresse la tête. Il regarde Moscheles. Il dit quelque chose qu'on a écrit mot pour mot, qui est cité dans tous les ouvrages sérieux de musicologie, que personne depuis n'a jamais pu remettre en question. Je peux vous assurer en tant qu'homme d'honneur qu'il n'y a aucune vérité dans cette absurde rumeur. Vous savez bien, Mozart, on dit que je l'ai empoisonné. Mais non, pure malveillance. Pure malveillance. Dites au monde, cher Moscheles, que le vieux Salieri qui est sur son lit de mort vous l'a dit. Moscheles écoute. Il écrit tout, mot pour mot, le soir même. Il le publie. Le démenti existe. Il est, aujourd'hui encore, accessible à n'importe qui. Il est signé par un homme qui avait toutes les raisons du monde, s'il avait vraiment commis le crime, de se taire. Un vieil homme mourant à qui il ne restait plus que sa parole. Et sa parole, c'était « je ne l'ai pas fait ». Mais le monde ne veut pas d'un démenti. Le monde veut une confession. Il va l'avoir. Il va l'inventer. Salieri meurt le 7 mai 1825, à 8 heures du soir. Il a 74 ans. Quelques jours plus tard, lors de son service funèbre à l'église italienne de Vienne, ses élèves interprètent son propre requiem, celui qu'il avait composé en 1804, le requiem qu'il avait écrit pour lui-même. Pas pour Mozart, pour lui. Ce requiem, que presque personne aujourd'hui n'écoute, est une des œuvres les plus belles qu'il ait jamais composées. Il est inhumé au cimetière de Matzleinsdorf à Vienne. Plus tard, ses restes seront transférés au cimetière central. Il a une tombe, il a un nom gravé, il a des fleurs. Contrairement à Mozart. Et pendant que la terre se referme sur le vieux compositeur italien, un écrivain à 1000 kilomètres de là est en train de préparer la sentence qui va le tuer une seconde fois. Saint-Pétersbourg. Un poète russe nommé Alexandre Pouchkine a lu les rumeurs qui circulent sur Salieri depuis sa mort. Il a lu les témoignages contradictoires. Il a lu le démenti de Salieri à Moscheles. Il a tout lu. Et il prend une décision. Il choisit la version qui fait le meilleur drame. Il écrit une petite pièce de théâtre, quelques scènes, quelques pages, qui s'appelle Mozart et Salieri. Dans cette pièce, Salieri est jaloux. Il est jaloux parce qu'il a travaillé toute sa vie. Et parce que Mozart, sans effort, est génial. Il décide d'empoisonner Mozart pour rétablir l'équilibre cosmique. Il verse du poison dans un verre. Mozart boit. Mozart meurt. Fin. La pièce fait 2 douzaines de pages. Mais c'est un coup de génie. Parce que Pouchkine a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Les gens n'aiment pas les histoires d'hommes qui meurent de fièvre. Les gens aiment les histoires d'hommes qui meurent de jalousie. Et dès cette pièce publiée, en 1831, le mythe est installé. Il devient un opéra, en 1898, par Rimsky-Korsakov. Il devient une pièce de théâtre en 1979 par Peter Schaffer, qui intitule son œuvre Amadeus. Et en 1984, un metteur en scène tchèque, du nom de Miloš Forman, prend cette pièce et en fait le film. Amadeus, 8 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. F. Murray Abraham, l'acteur qui joue Salieri, entre dans l'immortalité en incarnant un assassin qui n'a jamais tué personne. Et dans toutes les écoles de musique du monde, dans toutes les universités, dans toutes les conversations de dîner pendant 40 ans, on va répéter la même phrase. Tu sais, Salieri a empoisonné Mozart. C'est faux. C'est totalement faux. Mais c'est ce qu'on raconte. Parce que la vérité, la vraie vérité, ennuyeuse, humaine, tragique, ne vend pas 8 Oscars.
La vérité, c'est qu'un homme meurt à 35 ans d'une fièvre rhumatismale dans une Vienne glaciale et qu'un autre homme passe les 34 années suivantes à enseigner la musique à ses enfants, gratuitement, pendant qu'on l'accuse en secret. Ça ne fait pas un bon film, ça fait juste une vie. En 1997, plus de 2 siècles après la mort de Mozart, un petit tribunal de Milan en Italie a organisé un procès fictif. Le but était d'exhumer symboliquement l'accusation, de la juger, de la clore. Les avocats ont examiné les preuves, les lettres, les témoignages médicaux, les rapports d'autopsie de l'époque. Ils ont appelé des historiens à la barre, et le tribunal a rendu son verdict. Antonio Salieri, officiellement, juridiquement, formellement, a été acquitté, non coupable. Mais même ce verdict, rendu à Milan, publié dans quelques journaux, oublié la semaine suivante, n'a rien changé. Parce que dans l'imaginaire collectif, dans les films qu'on regarde, dans les noms qu'on prononce, dans les clichés qui reviennent, Salieri est encore l'assassin. Et Mozart est encore la victime. Et le monde est incapable d'aimer une histoire sans coupable. Il y a un dernier détail dans cette histoire. Un détail que je garde pour la fin parce qu'il est la preuve de tout le reste. Quand Franz Xaver Wolfgang Mozart, le petit garçon que Constanze avait confié à Salieri, est mort à son tour en 1844, à 53 ans, dans la petite ville thermale de Karlsbad. Il était seul. Il n'avait pas eu d'enfant. Il n'avait pas eu de femme. Il avait passé sa vie à essayer, sans y arriver, d'être à la hauteur du nom qu'il portait. Il était compositeur, pas mal, pianiste, correct, pédagogue apprécié, mais jamais, jamais à la hauteur de son père. Il savait qu'il ne le serait jamais. Il en a souffert toute sa vie. Ses dernières années ont été pauvres, tristes, isolées. Et le 29 juillet 1844, pendant ses funérailles, dans une petite église tchèque, ses élèves ont joué une œuvre, pour lui, une seule œuvre. Le requiem de son père, celui que Mozart n'avait pas fini, celui qu'un élève, Süssmayr, avait complété à sa place, celui que l'homme en gris était venu commander un matin de 1791 dans un petit appartement viennois où un génie malade qui s'imaginait empoisonné avait ouvert une porte. Le requiem de Mozart, sur la tombe de son fils, 53 ans plus tard. Pensez à tout ça. Pensez aux 2 petits garçons, l'un qui a perdu ses parents et qu'un inconnu a sauvé dans une église italienne de Vienne. L'autre dont le père n'a jamais arrêté, jusqu'à sa mort, de décider à sa place ce qu'il devait être. Pensez à l'homme en gris avec son manteau qui frappe une porte à Vienne et qui ne savait pas qu'il venait de poser, sans le vouloir, la première pierre d'un mythe qui allait durer 200 ans. Pensez à Mozart qui chante le Lacrimosa sur son lit, qui pleure, qui pose la partition. Pensez à Salieri, 30 ans plus tard, qui ouvre sa porte à Constanze et qui dit simplement « Bienvenue ». Pensez au vieil homme dans sa chambre d'hôpital en 1823, qui voit les domestiques dans le couloir, qui comprend qu'ils l'ont entendu crier, et qui doit, une dernière fois, mobiliser toute sa dignité pour regarder Moschkeles dans les yeux et dire « Ce n'est pas vrai ». Pensez à Pouchkine, à Rimsky-Korsakov, à Schaffer, à Forman. Pensez à tous les hommes de talent qui ont pris la vie d'un mort et l'ont retourné comme un manteau pour y mettre dedans quelque chose de plus vendable que la vérité. Et posez-vous une question. Vous connaissez combien de personnes dans votre vie sur la base d'une seule histoire? Une seule rumeur? Une seule phrase qui a couru, qui a fait son chemin, qui est devenue, à force de se répéter, une conviction. Salieri n'a pas été tué par un verre de poison. Il a été tué par une pièce de théâtre, par un opéra, par un film. Il a été tué par la beauté du récit. Il repose quelque part à Vienne, dans une tombe que presque personne ne visite. Pendant qu'à quelques kilomètres de là, un monument énorme commémore un homme dont on ne sait même pas où se trouve le squelette. Mozart a les foules. Salieri a la vérité. Le monde a choisi. Il choisit toujours.